Et donc, ce que j'ai fait, comme beaucoup d'apiculteurs voilà, qui décident d'avoir 3 colonies au départ, j'ai pris des cours. Donc, j'ai pris des cours au début. J'ai énormément lu. D'ailleurs, mon premier livre, c'est le livre de Jean, hein, donc l'apiculture saison par Pas par saison. mois. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est mon premier bouquin. Et puis, et donc, du coup, dès le départ, ce que j'ai fait, comme je comprenais rien, vraiment, enfin, je comprenais rien, j'exagère quand je dis ça, mais j'ai lu énormément de choses et tout ça, comme je comprenais pas ce qui se passait, j'ai commencé dès le départ, et ça, c'est ma façon de travailler, vu mon background, j'ai commencé dès le départ à tout noter, en fait, parce que comme je comprenais pas, je voulais vraiment tout noter pour analyser, et puis pour aussi demander à des apiculteurs autour de moi qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi, comme je débutais, et pour arriver chez Zappy avec vraiment des fiches qui me permettaient de dire, ben voilà, j'ai constaté ça, ça, j'ai fait ça n'a pas marché, explique-moi pourquoi ça n'a pas marché. Donc, dès le départ, j'ai été très méthodique dans ma façon de suivre mes colonies. Ça, c'était vraiment hyper important pour moi. Et puis, ça me permettait aussi de corréler ça, parce que j'ai énormément lu d'articles scientifiques, et ça me permettait aussi de commencer à comprendre la dynamique d'une colonie, la dynamique globale, et à la fois la dynamique unitaire par abeille, par rapport aux articles, ce que je voyais dans les articles, qui expliquaient, les articles scientifiques expliquaient cette partie-là, la partie comportementale et tout ça, et par le fait que j'annotais, j'arrivais à faire la corrélation par rapport à ce que je voyais tous les jours sur mes ruches. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'une dizaine de ruches, je me suis retrouvée, j'étais un peu frustrée parce qu'à chaque fois que je notais, je mettais après toutes mes données dans un tableur Excel et je faisais ma propre analyse pour essayer de comprendre. Mais c'était de l'analyse a posteriori des choses. Et donc, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire là-dessus. Et donc, derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé une équipe. Alors, au départ, on était 3 pour développer en fait une application mobile de suivi des colonies. Parce que j'ai essayé de trouver ça, en fait, au départ, je me suis dit, voilà, parce que j'ai essayé d'abord de trouver si ça existait, et à chaque fois, j'étais un peu frustrée parce que je n'arrivais pas à annoter tout ce que je voulais annoter. Et ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, annoter, en fait, sur un téléphone, c'était un peu compliqué. Et moi, par ailleurs, dans mon activité d'avant, en fait, je suis ingénieure de formation et j'ai été amenée à manager des équipes de développement assez importantes. Donc, je savais ce que c'était que faire un développement informatique et mener ça. Et donc, du coup, au départ, j'ai lancé, mais c'était vraiment une notion de plus un laboratoire de recherche. D'ailleurs, on a été validé par le ministère de la Recherche, comme on a été agréé de recherche. Et voilà, donc j'ai commencé à annoter et tout ça. Et j'étais vraiment, se rendre compte que j'étais vraiment dans cette logique tout le temps d'analyse, d'un suivi rigoureux de mes colonies et d'analyse systématique pour apprendre et pour faire en sorte qu'elles soient la meilleure santé possible, quoi. Et, donc, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que le fait de suivre comme ça de façon très rigoureuse permet derrière comme aujourd'hui, on est tout le temps dans l'analyse, tout le temps. C'est-à-dire que on enregistre tout ce qu'on fait, on enregistre tout ce qu'on voit, et à partir de ça, on analyse l'évolution de nos colonies. Et puis, on compare aussi les colonies dans le même environnement, les colonies entre elles. On compare les colonies entre elles suivant les années. Donc, on est vraiment dans cette logique de comparatif. Vous voyez, là, je suis revenue à 19h30 de mes ruches. Demain matin, on va faire toute l'analyse transversale de tout ce qui a été enregistré en live sur nos ruches pour faire justement être vraiment dans une logique d'intervenir avant que ça aille mal. Vous voyez très bien quand vous ouvrez vos ruches en ce moment qu'il y a des différences de dynamique de colonies. Il y a des colonies qui gardent leur dynamique, qui sont dans un train classique de la courbe verte, voilà, de cette courbe verte là, et il y en a, c'est pas le cas. Donc ça, c'est vraiment important parce que si vous avez si vous avez une colonie qui garde cette courbe verte là, forcément, elle va avoir une probabilité d'infestation beaucoup plus importante. Alors que si vous avez une colonie qui justement commence à baisser, vous allez avoir une probabilité d'infestation moins grande. Je dis bien probabilité, hein. C'est vraiment là-dessus que l'on travaille. Donc, c'est pour ça, là, je vous ai montré, voilà, dans notre application, on suit tout, quoi. On suit, bon, bien sûr, la santé globale, les années, bon, voilà, hein. Bon, ça, on le fait qu'une seule fois, ça. Mais après, on suit s'il y a de la ponte, s'il n'y a pas de la ponte, parce que ça a un impact sur.
Et on suit derrière le nombre de couvains ouverts, le nombre de couvains fermés, le nombre de couvains de cadres mâles s'il y en a, des choses comme ça. Et ça va me permettre, si vous voulez, derrière, d'avoir ma probabilité d'infestation varroa. Et donc, rien qu'en regardant, sans parler de modèle mathématique, hein, mais c'est du bon sens encore, rien qu'en regardant tout l'historique de mes visites, j'arrive à dire, bah, tiens, celle-là, elle va avoir une probabilité de varroa forte, celle-là, bah, moins forte, et je vais classer mes colonies. Donc, voilà, c'est vraiment dans cette logique-là. Hein. On est vraiment dans cette logique de classer les colonies. Et donc, on reclasse les colonies. Après, nous, dans notre histoire, on va reclasser les colonies en production ou reproduction et voilà, les non-valeurs et des choses comme ça. Donc ça, c'est notre classement, mais qui n'est pas lié au varroa. Et derrière, début juillet, on va reclasser nos colonies en fonction de la courbe verte de probabilité d'infestation varroa. Donc ça, on va refaire ça. Voilà, donc c'est ce que j'explique là, c'est-à-dire que là, on va vraiment avoir cette logique de, on va avoir, par exemple, là, ce que j'explique, c'est que en fonction de, alors j'ai fait des dessins à la main, hein, vous m'excusez du dessin, mais en fonction, si vous voulez, de chaque colonie, et on va avoir en fait une probabilité plus forte d'avoir du varroa ou pas. Au niveau de la sélection, vous n'avez pas dit quel type d'abeille il était utilisé. Et pour moi, traiter des colonies très fortement infestées, c'est quand même un peu une hérésie. Vous faites de l'élevage de rennes, pourquoi vous ne changez pas vos rennes? Et on s'aperçoit que systématiquement, on a des souches, et la sélection, pour moi, c'est un des critères importants à développer. Et un autre point, c'est l'acide oxalique. Hein. On se fait, ce sont des traitements flash et on a des réinfestations, que ce soit l'acide formique ou l'acide oxalique, très très rapide. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de comptage. Là, je suis content d'avoir entendu tout ce que vous avez dit là-dessus. Et donc, tant qu'on ne fait pas de comptage, on ne sait pas ce qu'il y a à faire. Et donc, là, le gros souci actuellement, et les essais qui ont été faits sur l'acide oxalique sur 21 jours, renouvelés encore 21 jours, avec la méthode argentine, ça a été, les études de l'ITSAP ont été contredites par les études suisses qui n'ont pas montré une grande efficacité. Mais c'est vrai qu'actuellement, on parle beaucoup d'acide oxalique et c'est quand même très décevant de voir qu'avec l'acide oxalique, on a beaucoup de réinfestations. Avec les sorties tardives et le réchauffement climatique, on a beaucoup de réinfestations en octobre-novembre. Et il est essentiel, même si on a fait des comptages en septembre, de reprendre des comptages rapidement après parce qu'on a souvent des surprises. Voilà. Alors, ouais, non, mais vous avez là-dessus la réinfestation. Moi, ce qui me plaît dans l'acide oxalique, hein, c'est la notion de flash et la notion de non-accoutumance sur la molécule. Moi, le fait qu'on mette des lanières d'acide oxalique, qu'on les laisse dans la ruche, je vous dis franchement, je suis pas contente parce qu'il va se repasser exactement ce qui s'est passé sur les autres molécules. Absolument. Donc c'est ça qui me plaît, c'est la notion de flash et la notion de non molécules résiduelles dans les cires. Ça, c'est ça qui me plaît. Oui, mais les gens s'imaginent qu'avec l'acide oxalique, le problème est résolu. Non. Ah non, pas du tout. Il faut faire attention, c'est qu'un mois après, on a la même infestation. Et après, c'est là où c'est là, si vous voulez, j'espère vous avoir tous persuadés. Et c'est là que il faut avoir une vision exhaustive de la dynamique de chaque colonie pour savoir la probabilité d'infestation derrière. Voilà. Donc, il faut suivre les cadres de couvent. Il faut vraiment suivre de façon rigoureuse les colonies pour comprendre ce qui se passe sur le varroa et pour comprendre ce qui se passe d'ailleurs sur plein d'autres domaines. On pourra en parler, on pourra refaire d'autres conférences sur plein de domaines, mais il faut comprendre ça. Et en comprenant ça, ouais, vous comprenez que sur certaines colonies, en fonction de leur dynamique, il y a un risque d'infestation fort au mois d'octobre-novembre. Vous voyez? C'est ça le truc. On gère des êtres vivants, donc si on n'arrive pas à comprendre la dynamique d'un être vivant, arrêtons de le gérer, quoi. Enfin, moi, ça me dépasse, mais voilà, on gère un être vivant qui est vivant et qui, du coup, qui des fois va très bien, des fois va très mal, et il faut l'observer et l'aider à ce qu'il aille très bien. Donc c'est voilà. Après, sur la génétique, parce que vous avez posé une question qui est hyper importante. Moi, je suis pas je suis pas très bonne là-dedans. En fait, si vous voulez, moi, mes colonies, je fais un peu comme ma grand-mère, quoi.
C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est les colonies pour moi que je veux garder, sur lesquelles je pique, je fais du picking. C'est des colonies qui sont globalement saines. Le varroa en fait partie, mais pas que. Et pour moi, une colonie saine, c'est pas obligatoirement une colonie qui fait du couvent au carré, par exemple. C'est une colonie qui a du miel et du pollen sur l'ensemble de ses cadres, qui a une reine qui pond de façon régulière, que j'ai pas très peu besoin de nourrir, voilà, qui sait réagir quand il y a une forte mielée. Voilà, c'est un certain nombre de critères. Donc, en termes de race, moi, j'ai pas de race en fait. Au départ, quand j'ai commencé mes colonies, c'est clair que j'ai acheté de la buck et de la caucasienne parce que j'y connaissais rien. Mais je considère que j'ai ma race. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais en fait, je fais de la sélection purement par rapport à mes colonies que je trouve saines. Voilà. Donc, l'essaimage fait partie aussi de ça. Hein. Le critère d'essaimage, pour moi, il est primordial. Donc, des colonies. Mais c'est un tout. C'est pas que le varroa. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, mais ça fait partie des critères. Le varroa fait partie des critères de sélection. Mais c'est pas. J'ai pas de. Parce que je suis pas. Je connais pas. Je m'y connais pas assez en génétique. Donc, j'ai une approche de sélection qui est de mon Non, mais père, de mon grand-père et de mon arrière-grand-père. Voilà. on sait qu'en sélection, l'hybridation est toujours beaucoup plus favorable que d'avoir des souches Oui, pures. je Et sais les gens bien. qui travaillent en buck ont quand même beaucoup plus de soucis. Oui, Et c'est sûr. une hybridation qui dure pendant plusieurs années comme ça, c'est un travail sur le long terme. Il y en a qui C'est veulent clair. revenir à l'abeille noire, mais je suis pas sûr que ce soit la solution. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que l'hybridation, elle se fait, comment dire? Je la maîtrise. Vous comprenez, c'est que génétiquement, je maîtrise pas ce que je fais. En fait, c'est plus le constat de la sélection de mes aïeuls qui sélectionnaient la plus belle vache. Vous voyez ce que je veux dire? Et Hmm. c'est une sélection comme celle-là que je fais.